Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, la direction accueille Laurent Mounier, directeur de l'agence Angalia. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes là pour nous parler de la course de pneus qui aura lieu ce samedi 1er juillet. En attendant les sélections, présélections continuent, vous nous direz exactement de quoi il s'agit et comment ça se passe actuellement. On en parle tout à l'heure avec vous dans ce journal. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors la fin de la campagne pour le second tour des législatives atteint son terme. On a vu aujourd'hui, on est à 48 heures du jour J. Ce dimanche, on saura qui seront les 2 députés qui vont représenter les Mahorais auprès des instances parisiennes. On parlera de tout ça tout à l'heure, Pierre, avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 16 juin. Le personnel du collège Ouvois-Moja de Passamenti exerce toujours son droit de retrait. Cet après-midi, les différents acteurs de l'éducation des enfants ont pu se rencontrer lors d'une table ronde réunissant parents d'élèves, professeurs ou encore religieux. En parallèle, une délégation était reçue au vice-rectorat afin que des engagements soient pris en faveur de la sécurisation de l'établissement. Explication. À 48 heures du second tour des élections législatives, nous avons souhaité prendre le pouls des 3 partis qui s'affrontent dans les urnes. Que ce soit du côté du MDM, des Républicains ou encore des socialistes, tous croient en la victoire, malgré le caractère indécis et imprévisible du scrutin. Reportage au cours de cette édition. Le comité syndical du SIAM a donné une conférence de presse en début d'après-midi. En effet, suite à la crise de l'eau, plusieurs décisions ont été prises, notamment en ce qui concerne le paiement des factures d'eau. Mais ce point presse aura également permis de faire le point sur l'état des ressources et les travaux en cours ou à venir. Compte rendu à la fin de votre journal. Et en ce vendredi 16 juin, on débute cette édition avec le droit de retrait au collège Ouvois-Moja de Passamenti. Aujourd'hui, la journée a été placée sous le signe des rencontres et du dialogue. Direction personnel, religieux, parents d'élèves, tous se sont retrouvés en début d'après-midi pour échanger et trouver des solutions pour mettre fin à cette spirale de violence. En parallèle, une délégation a été reçue au vice-rectorat. Objectif, trouver un accord répondant aux revendications du syndicat CGT et du CACTION. Le point dans ce sujet signé Sony Chamsidine, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Depuis mercredi, le personnel du collège de Passamenti a décidé de dire stop à la violence. En effet, cela fait plusieurs jours que des bandes rivales issues des villages de Vaïbé et Passamenti s'affrontent au sein et aux abords de l'établissement. Un conflit qui a poussé la direction et le personnel à organiser une grande table ronde cet après-midi. Aujourd'hui et depuis quelques jours, on a travaillé pour que les familles de chaque village puissent se rencontrer avec l'aide des religieux, aussi des cadis et Fundi, afin qu'il y ait un dialogue qui se crée et qu'on puisse trouver des solutions assez rapides pour qu'on puisse reprendre les cours et que les enfants reprennent le chemin de l'école. Donc le fait de discuter ici permet à chacun d'exposer son opinion et de découvrir et de trouver des solutions les plus pérennes aussi également. Trouver des solutions pérennes grâce aux différents acteurs de l'éducation des enfants à Mayotte. C'était tout l'objectif de cette rencontre qui aura permis aux uns et aux autres de s'exprimer librement sur les causes de cette violence juvénile. C'est une table qui m'a semblé être essentielle et qu'il aurait fallu organiser cela bien avant. Parce que les signes percusseurs de ceci ont commencé depuis longtemps. Et je le dis en tant que parent d'élève, puisque mon enfant, n'est-ce pas, donc va dans ces collèges et me rend compte de ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est le SEMEM. Alors ce SEMEM, comment ça s'explique? Ça s'explique par une rupture d'équilibre sociétal et qui montre qu'il y a un travail à faire entre l'éducation locale et l'éducation, comme on appelle ça déjà, donc publique. En effet, une partie de la jeunesse mahoraise se retrouve en manque de repères. L'école ne peut à elle seule assumer l'éducation au sens large de tous les enfants de l'île. Chacun doit donc jouer le rôle qui est le sien, comme cela a longtemps été le cas à Mayotte. Chaque enfant, c'était l'enfant du village, c'était l'enfant de la famille, mais c'était l'enfant aussi de l'île, donc tout le monde pouvait participer. Il faudrait arriver donc à remettre en place ces équilibres-là, parce qu'en fait, l'enseignement public ne peut pas se limiter à au seul objectif, n'est-ce pas, d'apporter des sciences. Cette science et ces connaissances doivent participer aux équilibres sociétaux, n'est-ce pas, donc finalement donc dans la République. Ce sont les enfants de tout le monde, quoi, avant tout. Ce sont les enfants des parents, les enfants de la communauté et aussi nos élèves, donc quelque part aussi nos enfants tout au long de l'année.
Et il faut que chaque acteur puisse dire son mot et chacun partager ses idées pour qu'on puisse reprendre le travail et que les enfants soient à nouveau les bienvenus à l'école et surtout qu'ils n'aient pas peur de venir. Et c'est ça qui a été dramatique ces dernières semaines, c'est que des enfants avaient la trouille de venir à l'école et ça, c'est pas possible. Les échanges auront été fructueux, même si tous les regards étaient également tournés vers le vice-rectorat. En effet, en parallèle de cette table ronde, une délégation était reçue par l'institution, qui est aujourd'hui la seule à pouvoir faire en sorte que les cours reprennent dès lundi. Et du côté de la Colas, la grève illimitée débutée le 9 mai dernier suite à l'échec des négociations annuelles obligatoires continue. Après 6 semaines de conflit, les revendications des grévistes sont toujours les mêmes. Ils réclament en effet une augmentation salariale de 300 € mensuels ainsi que la mise en place d'une retraite complémentaire, ce à quoi la direction refuse de répondre. Conséquence, les chantiers tournent encore au ralenti. Nous sommes allés prendre le pouls du mouvement ce matin. Les précisions avec Adèle Laurent. 6 semaines après le début du mouvement, la grève continue du côté de la Colas. Les revendications des salariés grévistes n'ont pas changé, tout comme la position de la direction qui reste enfermée dans le mutisme. On n'a aucune nouvelle de la direction. La direction, il laisse salariés comme ça, il laisse la boîte comme ça, c'est inadmissible. C'est-à-dire, lui, il s'en fout de ses salariés. Il préfère prendre des sous-traitants, travailler avec ailleurs, et les sous-traitants payent bien leurs salariés. Les sous-traitants, il y a bien conditions de travail chez eux. Mais pourquoi à la Colas, une multinationale, il n'y a que lui qui paye mal ses salariés, il y a mauvais contrat, il y a mauvais comportement dans la société. Du coup, nous, CGT aujourd'hui, on dit aujourd'hui, stop ce genre de comportement. Les salariés demandent donc à nouveau plus de considération de la part de leur direction, mais aussi l'ouverture d'un dialogue. La direction, quant à elle, estime que les salariés grévistes ne sont pas assez nombreux pour rendre le mouvement légitime. En effet, même si les différents syndicats soutiennent le mouvement, ils ne se sont pas regroupés en intersyndical. Les grévistes lancent donc à nouveau un appel. Je fais appel surtout à ma propre syndicat aussi, qui est ETPC. C'est un mouvement qui est commencé par la CGT. Donc ce qui est possible, à ce qu'eux, ils rejoignent aussi le mouvement qui est en cours à l'heure actuelle. Nous, on est là. Si tous les syndicats avaient se rejoigner avec nous, nous, on est là, nous, on est ouverts à tout le monde. Nous, on ne va pas stopper quelqu'un qui veut venir nous voir ou bien quelqu'un qui veut nous rejoindre le mouvement. Si FO, si CFDT, si CFCGC veut venir, il vient, on discute. Un appel au rassemblement puisque, et c'est bien connu, l'union fait la force. Et le second débat d'entre-deux tours avait lieu ce matin lors de la matinale de Koezi. Mansour Kamardine, le candidat du parti Les Républicains, et Ibrahim Bouanahiri, le candidat du MDM, ont eu plus de 30 minutes pour permettre aux électeurs de faire leur choix. Si les échanges sont restés cordiaux entre les deux candidats, pour ce qui est du fond, en revanche, le débat a donné lieu à davantage de constats que de mesures concrètes. Le point dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. L'heure du second débat avait sonné ce matin sur le plateau de la matinale. Et comme pour les deux candidats de la première circonscription, les priorités de Mansour Kamardine et de Ibrahim Bouanahiri sont la lutte contre l'insécurité et l'immigration clandestine. Pour le candidat du MDM, la priorité reste de forcer l'État à ne plus faire de Mayotte une antenne de la Réunion, notamment en matière de formation des forces de l'ordre. Parmi les mesures qu'il faudra demander à l'État ou bien se battre pour que la tendance puisse changer rapidement, le gouvernement ou bien le président de la République a parlé de la création d'une école de police dans l'océan Indien et notamment à La Réunion. Là aussi, il faudra être fort, solide, que tous les élus ou bien que tous les Mahorais soient derrière leurs parlementaires ou bien leurs élus en général pour que cette école soit installée à Mayotte. Du côté de Mansour Kamardine, la question de l'augmentation des effectifs de sécurité constitue une priorité. Néanmoins, il souhaite également que de nouveaux officiers de police judiciaire soient recrutés et que la politique pénale soit plus sévère à l'encontre des délinquants en situation irrégulière. Il faudra certainement, dans cette perspective-là, imaginer que notamment des délinquants en situation irrégulière qui sont interpellés ici, qui sont condamnés, soient envoyés notamment à la prison de Koki en juin pour aller exécuter leur peine.
Et comme ça, je crois, si on en envoie 2 ou 3, ceux qui sont ici et qui envisagent de commettre des crimes et des délits se calmeront parce qu'ils savent que la prison de Koki n'est pas celle de Majikavu. Insécurité, immigration, éducation, les candidats font les mêmes constats et sont apparus bien difficiles à départager quant aux mesures qu'ils tenteront de mettre en place pour changer les choses. Ce débat aura été marqué par sa cordialité, même si tous deux comptent bien l'emporter et se mettre au service du département dès l'issue du scrutin. Dimanche, je serai élu et dès lundi, je chercherai mon ami Mansour Kamardine. On va travailler ensemble, mais dans la main. Il n'y a pas de raison. Ça fait 10 ans que nous sommes à l'arrêt. Il faut que nous partions. J'appelle les Mahorais et les Mahorais de m'accompagner dimanche pour m'envoyer à l'Assemblée de façon à ce qu'il y ait une voix forte qui porte et une voix qui soit suffisamment entendue. Après cet ultime débat, place au verdict des urnes dans une circonscription où la bataille du second tour ne se sera pas jouée publiquement, mais bel et bien en coulisses, via le jeu des alliances et des stratégies. Et justement, la campagne pour les législatives touche désormais à sa fin. Ce dimanche, les Mahorais connaîtront enfin les 2 parlementaires qui défendront leurs intérêts auprès de la représentation nationale au Palais Bourbon. À 48 heures du verdict final, nous avons souhaité connaître l'état d'esprit des partis finalistes de ce second tour des législatives. Le reportage de Sony Chamsidine. Dernière ligne droite pour les finalistes à la députation de Mayotte. Fort de 2 candidats en tête dans les 2 circonscriptions du département lors du premier tour des législatives, les Républicains partent de nouveau favoris. Ce vendredi, les militants occupaient le terrain, distribution de tracts, collage d'affiches, l'occasion de convaincre les hésitants et abstentionnistes à 48 heures du deuxième tour. C'est pas gagné parce que, encore une fois, les compteurs sont remis à 0. Là, on part tous, chacun avec 0 voix. Donc, nous faisons les affiches, comme vous le voyez, nous faisons les porte-à-porte. Nous allons convaincre ceux qui ne s'étaient pas présentés le 11 juin dernier. Il y avait 52% des électeurs qui ne s'étaient pas présentés au bureau de vote. Il faut aller les convaincre que nous avons le projet, que nous avons l'homme et la femme qu'il faut pour représenter cette circonscription à l'Assemblée nationale. Donc oui, nous sommes extrêmement mobilisés. Mobilisation, même mot d'ordre chez les socialistes. Avec seulement une voix d'écart dimanche dernier, le deuxième tour entre Ramlati Ali et El Hadj Chakrina s'annonce extrêmement serré dans la première circonscription. Les derniers ralliements pourraient donc être décisifs pour la victoire finale. Bien sûr, je pense que les derniers ralliements qu'on a faits seront décisifs. Et c'est utile aussi, c'était nécessaire, donc on l'a fait pour ça justement. On continue le travail de terrain, le porte-à-porte, et on essaie de faire aussi les autres partis, les autres candidats malheureux. Donc on essaie de ratisser large, mais on compte effectivement faire le compte de voix pour dimanche, Inch'Allah. Dans la deuxième circonscription, la partie sera beaucoup plus rude pour le MDM et Ibrahim Bouanaeri face à Mansour Kamardine. Avec plus de 24 points de retard sur son adversaire, la remontée paraît difficile pour l'ancien maire de Tingoni, mais le miracle n'est pas impossible pour ses soutiens. Tout est faisable. J'entends souvent partout où je passe que la chose est entendue. Moi, je pense que rien n'est fait. On est tout à fait capable de remonter ce score. Ça s'est déjà fait ailleurs, dans d'autres circonstances. Et on voit même qu'en 2012 et en 2007, M. Mansour Kamardine a été battu avec les mêmes scores. Donc on est dans l'esprit vraiment de rassembler tous nos électeurs, hein, le MDM et Mayotte en général, parce que sachez que c'est une chance unique de pouvoir amener à l'Assemblée nationale un candidat qui s'inscrit dans la majorité. Dimanche prochain, les Mahorais découvriront enfin les visages qui porteront la voix du département au sein de l'Assemblée nationale lors des 5 prochaines années. Alors Pierre, on voit une fin de campagne assez agitée quand même pour sa législative. Le deuxième tour aura lieu ce dimanche et on ne sait toujours pas très exactement quelles sont les alliances qui ont été faites. Oui, alors on en connaît certaines, mais effectivement, effectivement, on ne sait pas tout. Ça a été agité, mais ça a été des débats qui sont restés quand même très cordiaux. Terrain, en tout cas, Oui, par contre sur le terrain, c'est vrai qu'il y a eu forcément une campagne intense. Ils ont eu des emplois du temps extrêmement chargés. Nous devions recevoir Ramlati Ali ce soir, donc je me charge de parler à sa place puisqu'elle a annulé il y a à peine 1 heure, sans raison valable, ou en tout cas sans qu'on en connaisse les raisons exactes. Voilà, donc j'espère
espérant qu'elle tiendra plus ses engagements si elle est élue députée qu'elle ne l'a fait ce soir. Mais en tout cas, bon, voilà, tous ont pu parler, ils ont tous eu un temps de parole sur les différents médias. Donc ça a été déjà le marathon médiatique. Ensuite, il y a eu forcément ce marathon au niveau des meetings, ce marathon pour les alliances. Pas plus tard qu'hier soir, nous recevions un représentant de Mansour Kamardine qui devait être là et qui n'a pas pu parce que justement il était en train de discuter alliance. Alors pourquoi? Parce que finalement dans la circonscription 2 il y a eu peu de candidats qui se sont prononcés. La plupart, alors certains ont soutenu Mansour Kamardine de manière, j'allais dire, cachée. Donc ils ont même fait partie des meetings, certains. Je pense à Henri Madine Ghazi, qui est socialiste, qui aurait pu avoir l'investiture socialiste, qui est en tout cas quelqu'un de gauche et qui là s'affiche auprès de Mansour Kamardine. Maintenant, du côté de Ibrahim Bouanahiri, bien entendu, il y a le Parti socialiste qui le soutient, le MDM, et puis aussi certains autres qui se sont prononcés. Je pense à Jacques Martial Henry qui s'est prononcé en sa faveur. En tout cas, voilà, il y avait une grande question, c'était Miki Dadine Zakou, puisqu'on sait que ce sont des dissidents LR, ces fameux dissidents de Sada, dont certains disent que Anchi Abamana est un peu à la tête. Donc voilà, il y avait tout ce jeu politique et ces stratégies qui se sont mises en place. En tout cas, voilà, je pense que maintenant on est à 48 heures du scrutin. Les jeux ne sont pas faits, mais presque. Ça a été une campagne intense. On verra ce que donne le verdict. Pour l'instant, il est absolument impossible de se prononcer parce que dans la première circonscription, ça a été extrêmement serré, une voix près. Effectivement, Ramlati Ali a gagné le jeu des alliances, clairement, à ce niveau-là, puisque dans la première circonscription, elle a eu énormément de candidats qui se sont prononcés pour elle. Je pense à Chiaboudine Ben Youssouf, je pense également à Amada Saïd Iraos, je pense également forcément au MDM, au Parti socialiste. Bouanali Saïd, le député sortant, s'est aussi prononcé pour elle. Donc c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de soutien. Maintenant, quant à savoir si ça sera suffisant, réponse ce dimanche. Voilà, on arrive au bout de ces élections, puisqu'il y a aussi les présidentielles. Et puis maintenant aussi, on va regarder un peu ce que ça donne sur le terrain, puisque c'est surtout ça qui nous intéresse. Et c'est ce qui intéresse les Mahorais. Et justement, pour ce qui est de la participation, est-ce qu'on a encore des craintes par rapport au premier tour? On a vu l'abstention était quand même assez importante. Oui, elle était considérable même pour une élection nationale. C'est incroyable de voir pas qu'à Mayotte, au niveau vraiment national, sur le territoire aussi métropolitain et puis ailleurs dans les Outre-mer, on voit vraiment qu'il y a eu un désamour pour ces élections et pour cette élection législative. Alors beaucoup disaient que finalement Emmanuel Macron avait gagné et puis se sont un peu résignés, mais c'est vrai que d'avoir une personne sur deux, un citoyen sur deux qui ne va pas voter, c'est considérable, c'est aussi inquiétant selon moi par rapport à la démocratie et à notre fonctionnement. Donc ça c'est l'un des enseignements. Je pense qu'au deuxième tour ça risque d'être le même scénario. On va suivre de très près ce qui lancera effectivement de cette participation, puisque finalement c'est aussi la grande question de ce second tour, puisque avec une personne sur deux qui ne va pas voter, s'il venait à aller voter ce dimanche, ça pourrait tout changer. Donc voilà, beaucoup d'indécisions. Pour l'instant, on ne peut absolument pas se prononcer sur qui sera le vainqueur. Mansour Kamardine est très en avance dans le sud, mais on se souvient qu'il l'était aussi il y a 5 ans et qu'il avait perdu. Donc voilà, verdict dimanche, et puis lundi, bien entendu, on débriefera tout ça, et puis on commencera aussi à se projeter par rapport à l'Assemblée, par rapport à la politique qui sera menée, et par rapport aux promesses qui ont été faites par les uns et les autres lors justement de cette campagne électorale à rallonge. Suivra ensuite les sénatoriales, bien sûr, pour le mois de septembre. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 16 juin. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. À Mayotte, le manque de formation représente un frein dans de nombreux secteurs d'activité. En effet, l'île regorge de forces vives qui ne demandent qu'à parfaire leur expérience et à enrichir leur bagage. À ce titre, depuis mercredi, la Chambre de commerce et de l'industrie a lancé une formation intitulée Écotourisme. Elle s'adresse aux salariés et dirigeants d'entreprises du secteur. Une dizaine de professionnels planchent actuellement sur des ateliers avec un premier module de 3 jours intitulé Construction d'une prestation touristique. Le second module, nommé Valorisation des produits touristiques, est prévu la semaine prochaine et sera également dispensé par des formateurs venus de l'île Maurice, réputée pour son secteur du tourisme. Par la suite, d'autres formations vont se dérouler tout au long de l'année en écotourisme et dans le domaine des NTIC. Pour s'inscrire, le public intéressé doit se rapprocher des services d'Opcalia et du pôle formation de la CCI. Et formation toujours, mais du côté du centre universitaire de Dembéni.
Le CEFR a ouvert une nouvelle formation en septembre 2016, intitulée Société, langue et culture de Mayotte. Ce diplôme universitaire a pour objectif de développer et enrichir la culture générale relative à la société mahoraise dans l'archipel des Comores et dans sa relation avec la France, mais également d'offrir une culture générale solide, sensibilisant à la préservation du patrimoine immatériel de l'île. Ce DU vise aussi à renforcer et élargir les compétences acquises en situation professionnelle et préparer aux métiers liés à la culture et à l'insertion professionnelle, journalisme local, associations culturelles, tourisme, etc. Le CEFR indique que la sélection des candidats se fait après examen du dossier de candidature par une commission de recrutement. Pour toutes les personnes intéressées, les dossiers sont à déposer au centre universitaire avant le 15 septembre prochain. Mayotte, la destination des aventuriers exigeants. Voici le titre d'un article disponible actuellement sur le site internet du magazine L'Équipe. Loin des papiers habituels faisant état des problèmes que rencontre Mayotte, l'auteur introduit son propos en ces termes, je cite « Mayotte, ce petit bout de terre française aux couleurs d'Afrique, perdu dans l'océan Indien, est une île à découvrir comme un Robinson moderne, désireux de faire une pause avec les tumultes de la civilisation. L'île est mise en valeur pour la richesse de sa faune et de sa flore, par le biais d'envolées lyriques très flatteuses. Si les inconvénients d'un voyage sur l'île sont évoqués, l'article offre une merveilleuse vitrine touristique au département. En effet, il suffit de lire les dernières lignes pour s'en convaincre. Il est ainsi écrit « Mayotte, pas franchement le plus touristique ni le plus populaire, le 101e département français est pourtant un régal pour qui rêve d'aller défricher. Un territoire oublié. » Et enfin, le comité syndical du SIAM s'est réuni aujourd'hui pour statuer sur un certain nombre de rapports. À cette occasion, ils ont donné une conférence de presse en début d'après-midi afin de rendre compte des décisions prises, des factures d'eau dans les communes du Sud à l'état actuel de la ressource en eau, en passant par les travaux prévus et ceux en cours. De nombreux points importants ont pu être abordés. Compte rendu dans ce reportage signé Adèle Laurent et Leslie Vimnet. Ce matin, l'ensemble des délégués de communes du SIAM et le directeur général des services se sont réunis afin de statuer sur un certain nombre de rapports, dont celui très attendu concernant les factures d'eau dans les communes du Sud durant la période de sécheresse. Nous avons décidé que pendant les 4 mois où il y avait des difficultés en eau à Mayotte, que ces 4 mois-là, les 8 communes, la population de 8 communes du Sud, les gens ne vont pas payer la facture d'eau pendant les 4 mois de sécheresse. 4 forages en cours d'optimisation, mise en service de l'interconnexion entre les retenues collinaires de Combani et de Dzoumogné. Les travaux prévus dans le cadre de la procédure d'urgence ont pu commencer. Et grâce aux 70 millions d'euros alloués en début d'année par Erika Barrette, des projets sont en cours, comme la prospection pour 10 nouveaux forages et la réalisation d'un diagnostic sur 4 anciens, mais également le lancement d'une étude pour la construction d'une usine de dessalement dans le sud et pour l'agrandissement de celle de Petite Terre. Lors de la réunion de ce matin, un autre point important a été soulevé, la construction de la 3e retenue collinaire qui rencontre à l'heure actuelle un problème de foncier. Les négociations avec les propriétaires n'ont pas donné satisfaction et le comité syndical, donc cet après-midi, a pris la décision d'engager une DUP. C'est une déclaration d'utilité publique, donc ça va prendre donc, effectivement quelques temps, peut-être 6 mois, peut-être un peu plus, parce qu'il va falloir aussi faire une étude d'impact donc sur le milieu naturel. Dans les prochaines semaines, on va désigner des bureaux d'études spécialisés pour mettre ceci en place et ça permettra, nous le pensons, d'aller beaucoup plus vite et d'avoir cette retenue dans les délais que nous avions prévus, c'est-à-dire mise en service en 2020-2021. Pour l'heure, le SIAM affirme que le niveau des retenues collinaires, rempli à 104% pour celle de Combani et 50,3% pour celle de Dzoumogné, permettra de tenir jusque fin novembre. Le SIAM se dit également confiant en l'avenir et affirme que grâce aux travaux réalisés, le problème de l'eau sera résolu d'ici 6 ans. Et pour terminer, je me tourne vers notre invité. Il s'agit de Laurent Mounier, directeur de l'agence Angali, avec qui nous allons parler de la course de pneus qui s'annonce à grands pas, puisqu'elle aura lieu le samedi 1er juillet. Bonsoir Amina, bonsoir aux auditeurs de Causerie Télé. Alors, on l'a dit, les présélections continuent et on en est où très exactement ?
Alors les présélections des enfants des communes, c'est fait, donc ça c'est fait. Mais par contre, il y a un grand changement. Cette année, le jour de la course, aucun enfant ne sera sélectionné. Pourquoi? Parce qu'avec la mairie de Mamoudzou, on a décidé de sélectionner les enfants avant la course. Donc nous avons cette année des enfants de Vaïbé, d'Emsapéré, Passamenti, Touzou 1, Touzou 2, Kawini, qui sont déjà sélectionnés. Donc on a voulu que tous les enfants de la commune de Mamoudzou puissent être sélectionnés et non pas seulement les quartiers qui étaient avoisinants. Il reste des places par contre pour les enfants de Mamoudzou et Cavani. Et s'ils veulent donc courir pour la prochaine course, il faut qu'ils viennent dès demain, samedi 17 à la MJC d'Emsapéré à 9h, on prendra les filles. À la MJC de Mamoudzou, le samedi, donc demain à 19h30, on prendra les garçons. Et enfin à la maison des quartiers à Cavani, mercredi 21 juin à 14h. Donc il reste 3 dates pour ces enfants de Mamoudzou et Cavani. Les enfants qui n'ont pas été retenus par la mairie de Mamoudzou, le service des sports, ne seront pas retenus le jour J, on prend personne. C'est un grand changement par rapport aux années précédentes. C'est un énorme changement. En fait, Angalya organise la course depuis 10 ans cette année et on avait toujours 1000 à 1200 enfants qui venaient être sélectionnés. Et en fait, voilà, c'était pas honnête vis-à-vis des autres enfants des quartiers, notamment je pense à Vaïbé, je pense à Tsunzu, je pense aussi à Kaweni, qui en fait n'avaient aucune chance pour participer. Cette année, avec la mairie, on a décidé de donner la chance à tout le monde, et le service des sports de la mairie a organisé ses présélections en amont. On aura bien entendu les enfants des autres communes, puisque ça c'est un travail qui a été fait avec UFOLEP, et les autres communes, notamment Mzouazia, Akwa, Pamonzi et Sada, on aura 160 enfants des autres communes qui, eux, vont venir aussi courir à Mamoudzou. Et pour ce qui est des adultes? Alors les adultes, on a commencé les inscriptions hier, donc c'est un bulletin à retirer donc chez nos partenaires. Donc nos partenaires sont la mairie de Mamoudzou, Intersport, Orange Kaweni, l'agence Angalya bien évidemment, Air Austral, la BFC et Total. Il faut qu'ils retirent ce bulletin et le remplissent, ils le remettent dans l'urne. On clôt les inscriptions le mercredi 21 juin, d'accord? Mercredi 21 juin, on clôt les inscriptions et il y aura un tirage au sort le vendredi 23 à la radio. Et justement, il y a aussi un autre événement. Il y aura une scène ouverte en fait qui sera accolée à cette grande course de pneus. Tout à fait. Alors cette année, on a envie que ça revienne la fête. L'année dernière, c'était un peu perturbé, donc on a envie de refaire la fête. On a envie que ça s'amuse. Donc il y aura une scène ouverte qui sera donc ouverte à tous les jeunes qui veulent chanter, présenter une chanson, présenter leur groupe. C'est la mairie service culturel qui s'en occupe. Donc là aussi, il faut aller à la MJC d'Mamoudzou, s'inscrire, et donc ils auront le droit de chanter, de présenter leur morceaux et de nous montrer qui sont les meilleurs rappeurs ou les meilleurs danseurs de Mayotte. Un dernier mot avant de nous quitter, Laurent Mounier. Alors un dernier mot, c'est que on espère que ça soit une belle fête. On a énormément de bénévoles, notamment je pense au BSMA et aux actions Coup de pouce, Wenka et surtout UFOLEP qui viennent nous donner un grand coup de main. Je remercie aussi la préfecture qui a mis des moyens en termes de moyens policiers, gendarmerie, police municipale et police nationale qui viennent encadrer la course pour que ça se passe bien. Je rappelle que la route sera fermée. Du matin, donc à partir de 13h jusqu'à 18h30 entre la MJC donc de Emsapéré jusqu'au rond-point de la Barge. Donc la route sera complètement fermée. Donc il faudra passer par les axes rond-point du stade. Et je terminerai juste. On fait une projection donc d'un film qui s'appelle La plus belle course du monde. C'est un documentaire qui a été réalisé par François il y a 2 ans. Et cette projection est gratuite, ouverte à tous, le jeudi soir, donc place de la République, à partir de 17h. Et j'invite donc tous les Mahorais et Mahoraises à venir voir ce film. Et on présentera donc la course et ce beau film qui a été réalisé il y a 1 an. Merci beaucoup en tout cas Laurent Mounier pour toutes ces précisions. Merci Amina. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquasi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès lundi pour une nouvelle édition du journal. Et d'ici là, n'oubliez pas d'aller voter ce dimanche. Bonne soirée à vous.